ce chapitre, nous allons nous intéresser à l'étiquetage, non seulement comme un outil d'information destiné aux consommateurs, mais aussi comme un véritable instrument de gestion des risques. L'étude de cas que nous allons utiliser est celle des acides gras trans et c'est une étude de cas qui a une, base essentiellement canadienne. Alors ce cas est particulièrement intéressant parce qu'il permet de voir comment est-ce qu'une mesure réglementaire qui, à première vue, consiste simplement à rendre une information obligatoire sur l'étiquette, peut aussi avoir des conséquences beaucoup plus importantes, en particulier parce que ça peut être un outil efficace de gestion des risques. En fait, l'étiquetage peut créer une sorte d'incitatif pour les fabricants de façon à ce qu'ils puissent revoir la composition de leurs produits et donc contribuer indirectement à la réduction de l'exposition à un nutriment dont la consommation importante pourrait avoir des effets néfastes sur la santé. Alors, c'est précisément le lien entre la façon dont on va évaluer le risque et comment est-ce qu'on va développer des mesures de gestion des risques qui vont nous permettre d'aboutir au choix ou à l'utilisation de l'étiquetage alimentaire comme un outil de gestion des risques considéré comme étant un outil d'importance et un outil d'efficacité. C'est ce que nous allons étudier tout au long de ce cas. Alors, nous allons suivre un certain nombre d'étapes. D'abord, je commencerai par introduire la question des acides gras trans et expliquer pourquoi est-ce que ces gras trans sont devenus un problème de santé publique. Je vais ensuite examiner les différentes interventions qui ont été rendues possibles dans une approche qui a été fondée sur les risques. Nous allons ensuite voir particulièrement comment est-ce que la mesure d'étiquetage a été élaborée et mise en œuvre. Et enfin, nous nous intéresserons à l'impact de cette intervention, c'est-à-dire est-ce que le fait de rendre obligatoire la déclaration des acides gras trans sur les étiquettes des aliments préemballés a réellement contribué à réduire la prévalence de ces acides gras et l'exposition à ces acides gras trans. Donc l'objectif est en fait de moins étudier l'étiquetage de manière isolée, mais plutôt de comprendre comment l'étiquetage peut être utilisé dans une combinaison cohérente de mesures de gestion des risques. Alors pour comprendre l'intervention réglementaire, il faudrait que l'on revienne au contexte dans lequel les acides gras trans ont été introduits dans l'alimentation. Alors, ces acides gras trans sont en fait issus de procédés industriels et notamment associés à un processus que l'on a développé au cours des années 80, fin des années 80, l'hydrogénation partielle des huiles végétales. Alors, pourquoi est-ce qu'on procédait à l'hydrogénation partielle des huiles végétales? Eh bien, cette transformation permettait de modifier les propriétés physiques des huiles, notamment de les rendre plus solides ou semi-solides à température ambiante, mais aussi plus stables. Donc les huiles partiellement hydrogénées présentaient des avantages technologiques importants pour l'industrie alimentaire, notamment sur le plan de la stabilité et de la conservation. Les acides gras trans ont également été utilisés comme une option de remplacement de certaines graisses saturées. Nous avons donc eu au départ une innovation qui a répondu à des objectifs technologiques, mais aussi à des objectifs sanitaires, parce que pourquoi est-ce que nous avons introduit les acides gras ou l'hydrogénation partielle? Tout simplement parce qu'on voulait réduire le recours aux acides gras saturés. Et on a introduit les acides gras trans qui se sont révélés beaucoup plus néfastes finalement que leur équivalent saturé. Et nous avons eu finalement des conséquences sanitaires qui ont été beaucoup plus préoccupantes que celles qui étaient associées à la présence des acides gras saturés. En fait, lorsqu'on regarde la situation de l'exposition aux acides gras trans, nous voyons qu'au Canada, nous avons atteint en fait une consommation de plus de 8 grammes par jour d'acides gras trans et on était le pays qui avait le
plus d'exposition aux acides gras trans avant l'Islande et les États-Unis. On avait en fait parmi l'exposition la plus élevée. Essayons de décrire le problème. En fait, ici, il va falloir que l'on essaye de distinguer les deux grandes sources d'acides gras trans. Il existe d'abord les acides gras de faible quantité qui sont naturellement présents dans les produits provenant de ruminants, notamment la viande de bœuf ou d'agneau, les produits laitiers. Mais en fait, la majeure partie de l'exposition qui nous intéresse ici provient historiquement des acides gras trans produits industriellement, notamment lors de l'hydrogénation partielle des huiles végétales liquides. Alors pourquoi cette exposition est-elle devenue préoccupante? Eh bien, les acides gras trans augmentent le LDL, que l'on qualifie couramment de mauvais cholestérol, et réduisent le HDL, qui est le bon cholestérol. Alors que avant, en fait, les acides gras saturés ne faisaient qu'augmenter le LDL cholestérol, donc le mauvais cholestérol. Ici, en fait, on a un double effet négatif. Augmentation de LDL cholestérol, diminution de HDL cholestérol. Donc, ces acides gras trans présentent un profil particulièrement défavorable et cette modification du profil lipidique dans l'alimentation contribue à augmenter le risque de maladies cardiovasculaires. Alors, dans un contexte canadien, cette question avait une importance particulière puisque les Canadiens, comme je l'ai expliqué précédemment, figuraient parmi les populations qui ont le niveau de consommation le plus élevé en acides gras avant que l'on commence ces efforts de réduction. Et cette exposition était notamment liée à leur utilisation importante, notamment dans l'industrie alimentaire, dans les produits transformés, en raison, encore une fois, de leur stabilité et de leur rôle comme substitut d'acides gras ou de graisses saturées. Alors nous arrivons ici à un principe fondamental de l'analyse des risques. Avant de développer des mesures de gestion, il nous faut caractériser le problème et il nous faut avant tout caractériser le risque. Est-ce que la problématique requiert le niveau d'attention auquel on peut prétendre? Et pour cela, il va falloir que l'on fasse une évaluation des risques. Alors dans le cas des acides gras trans, les données qui ont été rendues disponibles ont permis de faire une évaluation d'exposition. Et cette évaluation d'exposition a conduit une caractérisation des risques et cette caractérisation des risques a conclu qu'ils entraînent un niveau de risque pour la santé considéré comme étant inacceptable. Alors à partir de là, la question pour le gestionnaire des risques devient: qu'est-ce que je dois faire pour justement réduire ce risque? Alors une caractéristique importante de ce cas de figure est que l'exposition doit être modifiée. Alors là, les acides gras trans ne sont pas nécessairement indispensables à la fabrication des aliments, c'est-à-dire que l'on peut s'en passer, on peut potentiellement les remplacer, donc leur présence pourra être réduite notamment par des modifications de formulation. Mais nous ne pouvons pas les réduire du jour au lendemain. Donc, nous avons un risque qui a été identifié, on a une possibilité d'agir pour réduire l'exposition, mais nous savons que cette possibilité ne peut pas se produire du jour au lendemain parce qu'on ne peut pas changer les habitudes de transformation industrielle du jour au lendemain sans risquer de faire un dommage irréparable à la chaîne d'approvisionnement alimentaire. Alors, on a commencé par une première mesure, une première option qui est dans le cadre de ce que le Canada entreprenait à l'époque, qui était en fait de rendre obligatoire l'étiquetage nutritionnel, eh bien de considérer que dans le cadre de cet étiquetage obligatoire, pourquoi ne pas rendre obligatoire la déclaration des sous-catégories de gras dont les effets sur la santé pourraient être problématiques, notamment les gras saturés et les gras trans. Donc, on s'est penché à cette option qui était la déclaration obligatoire des acides gras trans dans le tableau de valeur nutritive. Alors, il faudrait qu'on comprenne quel est le raisonnement derrière cette intervention. L'objectif immédiat de l'étiquetage est évidemment de rendre l'information disponible. Mais dans ce cas, la mesure pourrait avoir un effet supplémentaire
sur le comportement des consommateurs et donc des fabricants. Si je rends cette information disponible et si je l'explique, c'est-à-dire si je fais de l'éducation, de l'information à son sujet, eh bien, je vais rendre les consommateurs conscients du fait qu'ils doivent éviter des produits qui contiennent une quantité assez importante de ces gras trans lorsqu'ils sont déclarés sur l'étiquetage. Et donc, ceci pourrait avoir une influence sur le comportement des fabricants. Lorsqu'une quantité d'acide gras trans devient visible sur l'étiquette et peut donc être comparée entre les produits, ceci pourrait devenir un nouvel incitatif aux fabricants pour réduire cette quantité. Alors la mise en œuvre de l'étiquetage doit toutefois être accompagnée, comme je l'ai dit, d'un deuxième élément. Il faut d'abord éduquer les consommateurs, mais aussi pour que les changements puissent s'opérer, il faut qu'il y ait des solutions de remplacement. Donc, il faut qu'il y ait des solutions de remplacement viables, faisables, alors faisables d'un point de vue économique. Donc, il ne suffit pas simplement de dire à l'industrie réduisez les acides gras trans. Il faut aussi examiner la faisabilité technologique et la reformulation, la possibilité de cette reformulation. Alors, nous voyons déjà apparaître ici l'idée qu'une intervention efficace repose non seulement sur une intervention réglementaire, mais sur une série d'interventions qui doivent être prises ensemble, qui doivent agir de façon complémentaire et non pas uniquement sur la base d'une exigence réglementaire isolée. Alors c'est probablement l'un des messages les plus importants de cette étude de cas. Une stratégie de gestion des risques efficace repose le plus souvent sur une combinaison d'instruments. Un premier élément est la communication des risques liés aux effets des gras trans. Donc il faut que les consommateurs le sachent, mais il faut que les consommateurs soient outillés. Alors, leur dire que les gras trans sont mauvais, ça ne va pas les aider s'ils n'ont pas d'autres solutions de remplacement. Donc il faut que je crée, comme agence de réglementation, comme autorité réglementaire, des possibilités d'alternatives. Et pour que ces alternatives existent, il faut que l'industrie accompagne ce changement et il faut que l'industrie comprenne la justification de l'intervention. Alors, donc, de ce point de vue-là, commence le travail des fabricants et commence le travail avec les transformations alimentaires. Donc, on commence d'abord par une approche volontaire qui doit être utilisée pour favoriser une réduction progressive des acides gras trans par la reformulation des produits. Maintenant, il va falloir que cette reformulation soit soutenue par la présence et la disponibilité de solutions technologiques qui doivent être nécessaires à sa mise en œuvre. Donc ici, on peut voir quelques exemples d'éléments qui ont favorisé ceci, notamment l'approbation de nouvelles variétés de graines oléagineuses, donc de sources de gras qui peuvent devenir des sources de remplacement au gras trans, c'est-à-dire qui ont des propriétés technologiques similaires à ce que j'essaye d'enlever. Et là, en fait, il s'agissait notamment de produits qui venaient de sources oléagineuses nouvelles, en fait, de nouvelles sources alimentaires qu'il a fallu approuver comme aliments nouveaux. Vous voyez donc ici, j'ai agi par un outil non réglementaire qui est l'incitation, l'information, l'éducation, la conscientisation. J'ai utilisé un outil réglementaire qui est l'approbation donc de nouvelles sources. Mais également, en fait, on a utilisé un autre outil réglementaire qui est l'étiquetage des aliments pour rendre l'information encore plus disponible et encore plus possible à suivre par le consommateur. Et là, vous pouvez regarder l'effet de cette stratégie. L'introduction de l'étiquetage nutritionnel obligatoire a constitué un élément important dans le processus de réduction des gras trans dans l'alimentation. Vous voyez comment est-ce qu'on était avant la présence de gras trans et leur contribution dans certains produits alimentaires, des biscuits, des crackers, des barres de céréales, des barres de granola et autres, on voit qu'on a eu une réduction significative. Donc, l'impact a été réel. L'impact ne se limite pas
à ce que le consommateur lise l'étiquette, la présence obligatoire de cette information a également contribué à modifier l'environnement concurrentiel entre les produits. Alors, lorsqu'un fabricant sait que la teneur en gras trans va être affichée de façon obligatoire, cela a créé une motivation supplémentaire pour reformuler le produit avant même que le consommateur ne soit confronté à cette nouvelle information. Et l'étiquetage est devenu véritablement un incitatif réglementaire à la reformulation de produits. Donc, vous voyez, nous n'avons pas exigé la reformulation des produits. Nous avons exigé l'étiquetage d'une information liée à un produit ou à une substance qui pourrait avoir un effet délétère sur la santé. Et c'est précisément ce mécanisme indirect qui fait de l'étiquetage un outil intéressant dans une stratégie de gestion des risques. Alors, si on résume l'architecture de la stratégie, elle part d'abord de l'évaluation des risques. Sur cette base, on a eu plusieurs options de gestion qui ont été considérées. Premièrement, on a considéré de rendre obligatoire la déclaration des acides gras trans sur l'étiquette des aliments. On a ensuite envisagé des limites potentiellement, pourquoi pas des limites de gras trans sur leur présence dans les aliments. Et là, par exemple, une des possibilités qui a été envisagée à un moment donné, c'était de considérer un maximum de 2% d'acides gras trans dans les graisses, comme les margarines ou les pâtes à tartiner, les huiles végétales, ainsi qu'un maximum de 5% comme proportion des graisses dans tous les autres aliments. Alors, finalement, on n'a pas appliqué cette mesure parce qu'on a favorisé à une option combinée qui a permis, bien entendu, qui a été accompagné par l'accès à des options de remplacement viables et rentables pour les aliments transformés. Et en fait, nous avons facilité ceci grâce à l'approbation de nouvelles graines oléagineuses qui ont été données comme exemple pour soutenir justement cette transition. Et nous voyons que ici, sans avoir eu à mettre des limites maximales, nous avons imposé un étiquetage alimentaire, qui est la mesure réglementaire. Une autre mesure réglementaire, mais qui est cette fois-ci une mesure qui est enabling, donc qui est une mesure qui aide, une mesure aidante. Et cette mesure a été l'approbation de nouvelles huiles oléagineuses et une autre mesure contraignante qui est la mesure liée à l'étiquetage obligatoire des gras trans. Alors, un autre enseignement important de ce cas de figure, c'est la progressivité de l'intervention réglementaire. Donc, une stratégie de gestion des risques n'est pas nécessairement construite autour d'une seule mesure qui est appliquée d'un coup. On peut commencer par des approches volontaires, particulièrement lorsqu'on souhaite permettre à l'industrie de s'adapter, d'identifier les solutions technologiques. Alors, on peut aider ceci par une mesure réglementaire comme la mesure d'étiquetage, et c'est comme ça qu'on a utilisé la mesure d'étiquetage comme incitatif. Et ensuite, selon les résultats obtenus et selon le niveau de protection recherché, ici on a trouvé que malgré cela, il restait encore des poches de résistance. Et on a trouvé qu'il était indispensable après un moment, notamment en fait après l'application de la mesure d'étiquetage pendant un certain nombre d'années, et pour aussi rendre un niveau de conformité plutôt plus adéquat entre les produits importés et les produits qui sont produits à l'échelle nationale. En fait, on a trouvé que les produits qui sont fabriqués au Canada ont procédé davantage à la reformulation qu'aux produits qui ont été importés. Et on a considéré aussi qu'une partie de la population ne va pas lire les étiquettes. Et donc, à partir de ce moment-là, on a considéré qu'il était possible d'aller plus loin et de potentiellement imposer par la suite donc la réduction complète des acides gras trans. Et en fait, c'est comme ça que dans les années 2016-2017, nous avons imposé en fait une interdiction de l'utilisation de l'hydrogénation partielle, donc des acides gras industriels qui proviennent de l'hydrogénation partielle. Alors, cette étude de cas nous a permis de tirer deux conclusions principales. Premièrement, même si la mesure directement liée à la reformulation des aliments est en fait une mesure volontaire, pendant une partie de cette stratégie,
Le fait d'avoir appliqué l'étiquetage obligatoire des acides gras trans a créé des incitatifs à la reformulation des produits alimentaires et ceci est devenu un point essentiel. Donc une mesure d'étiquetage peut produire un effet qui dépasse largement la transformation d'informations aux consommateurs. Elle peut devenir un outil de gestion des risques qui peut influencer directement les décisions de formulation prises en amont par les fabricants. Et puis, une exigence obligatoire d'étiquetage doit être aussi justifiée, hein. Je ne l'ai pas faite simplement, hein. Donc, pour justifier ma mesure obligatoire, j'ai dû proposer des preuves scientifiques et plus particulièrement une justification liée au risque élevé des acides gras trans, dont l'étiquetage utilisé comme mesure de gestion des risques ne doit pas être arbitraire et automatique. Il doit s'appuyer sur une base, donc le fardeau de la preuve scientifique, notamment de la nécessité de réduction des risques grâce à cet outil. Et donc, ce n'est pas une intervention automatique. On part de l'évaluation des risques, on définit l'objectif de gestion, on détermine si l'étiquetage constitue un instrument approprié et comment est-ce qu'il doit s'articuler avec les autres mesures. Le message que l'on doit donc retenir est que l'étiquetage peut être un outil puissant, un levier puissant de gestion des risques lorsqu'il est scientifiquement justifié et lorsqu'il est intégré dans une stratégie plus large d'intervention. Alors, le cas des acides gras trans montre, encore une fois, quelque chose de particulièrement intéressant pour le gestionnaire des risques. On ne doit pas évaluer une mesure réglementaire uniquement par son effet immédiat. Notamment ici, une obligation d'étiquetage vise certes à informer le consommateur, mais elle peut également modifier les comportements de l'industrie, stimuler l'innovation, favoriser la reformulation. C'est donc l'ensemble de ces effets directs et indirects qu'il faut considérer lorsqu'on évalue les options de gestion des risques.